Peugeot.fr, cycle mix WLTP. Le Grand Matin Sud Radio, la vérité en face, Jean-François Achilly. La Coupe du Monde de foot 2026 va-t-elle tenir ses promesses ? Est-ce un mondial Trump ? La question est posée ce matin. J-1 pour les Bleus, vous le savez, dans ce mondial de foot XXL fortement marqué par la géopolitique, avec cette information de la nuit. L'accord, cette fois-ci c'est la bonne, sauf accident. Après 108 jours de conflit et une quarantaine d'annonces préalables du président américain, les États-Unis et l'Iran sont parvenus à un accord pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient. Signature prévue vendredi en Suisse. J'aime bien insister sur le sauf accident, et la Coupe du Monde de foot qui va se poursuivre dès ce soir avec justement les Iraniens qui entrent en piste, littéralement interdit de séjour aux États-Unis. Cette vitrine entre sport business et enjeux politiques internationaux qui fait la part belle au tandem, on va en parler, Trump-Infantino, sera-t-elle au rendez-vous de la légende du football ? Le mondial n'a-t-il d'ailleurs pas été toujours éminemment politique ? Pour en parler ce matin, bonjour à vous et bienvenue Thomas Clé. Bonjour Jean-François Achilly. Vous êtes professeur de droit à la Sorbonne, avocat au barreau de Paris. Vous avez notamment compté parmi vos clients Michel Platini et Kylian Mbappé. Vous avez également siégé des années durant dans les commissions de la Ligue de football professionnel. Vous êtes un grand spécialiste du ballon rond. Tout d'abord, première question, première réaction, cet accord tombe à point nommé pour Trump, qui veut au fond se débarrasser de cette guerre en Iran, mais également Donald Trump qui aimerait bien que ce mondial soit un succès pour lui. On ne peut pas ne pas constater que l'histoire a ces soubresauts qui sont piquants. Quand on voit que effectivement le jour même où l'Iran va jouer pour la première fois de son histoire un match de Coupe du Monde aux États-Unis, c'est-à-dire à Los Angeles, il y a non pas un accord, comme d'ailleurs vous l'avez remarqué, mais un pré-accord. Un pré-accord. C'est important, c'est le juriste qui pour parle. le juriste que je suis, évidemment, je sais que le diable se cache dans les détails et que pour l'instant on annonce la signature d'un pré-accord vendredi en Suisse. Mais que ce préaccord ne sera lui-même que l'ouverture d'une période de négociation sur les sujets les plus difficiles de 60 jours. À mon avis, c'est loin d'être la fin de l'histoire. Thomas Clé, les sujets les plus difficiles en question, éminemment, il s'agit au premier chef du nucléaire. Oui, de l'uranium, voilà, qui va rester au fond dans les caches profondes iraniennes. Ça ne bouge pas. C'est l'objet d'une négociation. Il y a eu un accord en 2015 signé par Barack Obama qui a déchiré Donald Trump. Et aujourd'hui, on en est toujours au point mort, finalement. Bon, au fond, ce qu'on voit sur ce qu'on entend, de ce qui s'est décidé cette nuit, de ce préaccord au milieu d'un match de MMA dans les jardins de la Maison Blanche, parce qu'on en est là, c'est effectivement de revenir à deux situations hantées. D'abord, celle d'avant la guerre du 28 février, ça veut dire qu'on c'est le cessez-le-feu, oui. Et puis celle de l'accord de 2015, qui avait été patiemment négocié, et que, pour des raisons démagogiques comme d'habitude, le président Trump a déchiré en 2018. Et des raisons démagogiques et aussi des raisons d'égo, c'est-à-dire qu'il ne voulait pas reprendre un accord qui avait été signé par Barack Obama. Donc aujourd'hui, on en revient à la situation d'avant 2015. C'est-à-dire la réouverture d'un détroit d'Ormuz qui était déjà ouvert avant la guerre. Oui, donc, c'est ça. Oui. On rouvre ce qui était ouvert. Oui. Et des Iraniens. Alors, il y a un changement, il y a un grand changement, j'allais dire un grand remplacement des dirigeants iraniens à coups de bombe, mais il y a un nouveau staff qui est en place qui réclame, légitimement ou pas, vous pourriez peut-être nous éclairer là-dessus, les avoirs gelés iraniens. Oui, c'est des sujets effectivement que je suis beaucoup dans mon activité professionnelle. Alors, il y a, je crois, 25 milliards d'avoirs gelés. Pour donner un ordre de grandeur, en ce qui concerne la Russie, il y a 200 milliards d'avoirs gelés au sein d'Euroclear en Belgique. Et c'est évidemment des sommes très importantes, donc c'est normal que l'État iranien veuille les récupérer. Dans quelles conditions ? Il semble que le préaccord d'hier le prévoit, et je pense que c'est ça la véritable victoire des Iraniens. Alors elle passe un peu en dessous des radars, parce que ce qui frappe les esprits, ce sont les bombes et ce sont les affrontements militaires, mais les questions financières sont déterminantes. Si le marché iranien est rouvert vendredi, oui, ça change une partie de la donne géopolitique, c'est certain. Ça change la donne géopolitique, cela renforce ce pouvoir nouveau, mais qui se proroge, c'est parce que c'est l'ancien, avec des nouvelles têtes,
à Téhéran. Oui, on peut pas dire qu'il y a un pouvoir nouveau, ça je crois pas. Non, mais nouveau renouvellement des visages. Oui, et encore, puisque le gardien de la Révolution, on ne le voit pas. Donc c'est un visage qu'on ne voit pas. Et en même temps, si je puis dire, s'il y a un grand perdant, c'est le peuple iranien dans cette histoire, qui est laissé sur le bord du chemin. Sans doute. Oui. Là, il y a eu des engagements qui ont été pris par Donald Trump. On va voir s'il les respecte. Avec Thomas Clé, vous le rappeliez au début de cet entretien, ce paradoxe avec l'Iran qui joue ce soir. Alors, à Los Angeles, que se passe-t-il pour cette équipe iranienne qui est littéralement interdite de séjour aux États-Unis ? Effectivement, on a, avec cette Coupe du Monde, un certain nombre d'entorses aux règles fondamentales de l'équité sportive au nom de l'application territoriale du droit local, c'est-à-dire du droit américain, et qui en profite pour régler ses comptes. Donc on a eu plusieurs épisodes. On a effectivement ce qui concerne l'équipe d'Iran, qui d'abord n'a pas eu le droit de venir avec l'intégralité de son staff. Alors déjà qu'une équipe se déplace avec la moitié de son staff, c'est invraisemblable. Qu'elle n'ait pas le droit d'être logée aux États-Unis, c'est aussi une règle qui est inacceptable et que la FIFA n'aurait pas dû accepter. Finalement, elle est arrivée hier à Los Angeles, alors qu'on avait dit qu'elle ne pourrait pas dormir sur le sol américain. Elle est arrivée hier, elle a dormi sur le sol américain, mais on a là une atteinte évidemment à l'équité sportive. Il faut le mettre en rapport, par exemple, à ce qui s'est passé en 2022 lors de la Coupe du Monde au Qatar, où non seulement les Iraniens ont été traités comme n'importe quelle autre équipe du monde, mais qu'en plus il y a eu un match contre l'équipe des États-Unis. Oui. Tout le monde s'en souvient, comme en 1998 d'ailleurs pour le mondial en France. Il y avait déjà eu un match entre l'équipe d'Iran et l'équipe des États-Unis. On l'avait parlé à l'époque. Diplomatiques, hein. Oui, mais enfin c'est un vrai match de foot. Oui. Ça veut dire que tout d'un coup on s'affronte, mais plus avec des armes, on s'affronte avec un ballon. Et c'est ça le mondial. Ce qui est formidable avec le mondial, c'est que au fond, dans un moment unique, tout le monde s'affronte sur un même terrain, avec des mêmes règles, devant un public qui est constitué du monde entier. Et au fond, le mondial, c'est une sorte de formidable outil d'agrégation du monde. Parce que les gens respectent les autres gens. On accepte l'autre, c'est un exercice d'altérité. Et c'est ça qui est formidable dans le mondial. En brisant cette chaîne d'équité, les États-Unis brisent les règles mêmes du mondial avec la complicité de la FIFA. Et vous nous dites, Gianni, justement, Infantino n'aurait jamais dû accepter ces entorses à la règle. D'autant que ces règles, on les a apprises au fur et à mesure de l'organisation de la Coupe du Monde. C'est-à-dire que si au moment de l'attribution de la Coupe du Monde, on avait dit, ben voilà, c'est comme ça que ça se passera pour les équipes iraniennes, et puis pour les équipes africaines, les supporters ne seront pas autorisés à venir, et puis s'il y a des arbitres qui viennent de Somalie, et je parle ici de l'arbitre Omar Abdul Kabir Artan, qui a été donc rejeté, refoulé à la frontière de Miami, après avoir passé 11 heures d'interrogatoire quand même, 11 heures d'interrogatoire par la police des frontières américaines à Miami. Puis rejeté. Alors, il a été assez classe, cet arbitre, parce que il a dit que bon, il y avait probablement un problème avec son pays. Oui, il a raison. Il y a un gros problème avec son pays, c'est que Donald Trump le considère, je cite, comme un pays de merde, le pire pays du monde, pays qui pue, citation, évidemment de Donald Trump, d'où ne viendraient que des déchets. Voilà la conception de l'altérité de Donald Trump et de certains pays africains, et c'est inacceptable que cet arbitre ait été refoulé à la frontière. Thomas Clé, quand nous avons préparé cette émission, vous vous êtes interrogé, je ne sais pas si vous le regrettez déjà de l'avoir dit, vous vous demandiez si ce mondial allait, entre guillemets, prendre, c'est-à-dire connaître un certain succès avec le public, et puis créer une forme de... Vous savez ce qu'on a ressenti lors de précédentes Coupes du Monde de football. Alors, interrogation légitime ou pas ? Moi, vous savez, je fais partie des gens qui comptent le temps qu'il leur reste à vivre en année de mondial. Ah bon le mondial, c'est une fête extraordinaire, c'est tous les 4 ans. Avec le grand écran à domicile et tout le reste. Avec le grand écran à domicile, avec les copains qui viennent évidemment voir les matchs, et puis avec un brin d'analyse quand on peut. Mais effectivement, c'est une fête extraordinaire, c'est tous les 4 ans, faut que ça reste d'ailleurs tous les 4 ans, contrairement à ce qu'a essayé de faire Gianni Infantino qui voulait le passer tous les 2 ans. Et par conséquent, c'est une fête formidable. Je ne peux pas me permettre à mon âge, cher Jean-François Aquili, qu'elle soit gâchée, cette fête. Or, pour l'instant, force est de constater que ce mondial ne prend pas. Il ne prend pas, et il y a au moins 2 raisons à cela.
La première, alors elle est malheureusement classique, c'est le décalage horaire. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on a des matchs extraordinaires entre les équipes extraordinaires, comme par exemple le Brésil, Brésil-Maroc, samedi soir à minuit. Bon, c'est pas toujours facile de voir des matchs à minuit. Le match dont nous parlons d'aujourd'hui de l'Iran, il sera à 3h du matin. Alors, c'est vrai que le monde est ainsi fait qu'il y a des zones horaires différentes et que, après tout, le Brésil a le droit lui aussi de voir un match à un horaire normal. Mais on a eu d'autres exemples, par exemple justement le mondial au Brésil, où les horaires étaient aménagés pour que les pays européens puissent les voir. Ça, c'est la première raison. Elle est classique, mais on a un certain nombre de grands matchs qu'on ne voit pas. Mais la deuxième raison, qui est bien pire, c'est qu'il y a trop d'équipes. Aujourd'hui, il y a trop d'équipes. On est passé, comme vous le savez, ce mondial de 34 à 48 équipes. Et donc, on assiste à des matchs totalement déséquilibrés et sans véritable intérêt. Allez-y, balancez un peu une affiche qui vous paraît inintéressante. Hier, Allemagne contre Curaçao, aucun intérêt. Bon, ça finit 7-1, mais ça ne présente aucun intérêt ni pour l'Allemagne, trop d'équipes, et trop d'équipes, une forme de dilution. Aujourd'hui, on va avoir un match entre l'Espagne et le Cap-Vert. Espagne, deuxième au classement FIFA, Cap-Vert, 67e au classement FIFA. C'est des matchs où il n'y a pas d'enjeu. J'ajouterais même que, comme vous savez, on passe donc de 34 à 48, ce qui veut dire qu'on va ajouter un tour de plus dans cette Coupe du Monde. Pour aller jusqu'en finale, il y aura plus 7 matchs, mais 8 matchs. On va ajouter des 16e de finale, ce qui veut dire que non seulement, comme chaque fois, les 2 premiers de chaque groupe vont être qualifiés, mais aussi, parmi les 3e, 8 pays sur 12 vont être qualifiés. Donc en fait, personne ne va véritablement être éliminé lors de son premier tour. Donc rendez-vous dans 3 semaines, un mois, quoi, grosso modo. 28 juin, 28. Fin de la phase de poule, et on arrive au 16e de finale. Avant, ça risque d'être assez ennuyeux et sans enjeu. C'est la pause, Thomas Clé. Rendez-vous également demain. C'est J-1 pour les Bleus. Nous allons en parler avec notamment cette interview de Kylian Mbappé qui fait la une du Parisien. Nous en évoquerons un court extrait, évidemment. Et vous nous direz ce que vous pensez des Bleus aujourd'hui. Est-ce que Kylian Mbappé est aujourd'hui toujours l'incarnation de l'équipe de France de football, à vos yeux? Quelles sont les chances des Bleus? Et nous évoquerons aussi, parce qu'ils sont les 2 grands visages de ce mondial, malheureusement peut-être pour certains, Trump et Infantino, qui marquent de leur saut du business cette compétition mondiale. A tout de suite pour la suite de La Vérité en face avec notre invité exceptionnel Thomas Clé. Le Grand Matin Sud Radio, La Vérité en face. Jean-François Akili. Avec notre invité Thomas Clé, avocat au barreau de Paris, professeur de droit à la Sorbonne, grand spécialiste du football, qui a eu notamment pour client, j'aime bien le dire comme tel, Michel Platini et Kylian Mbappé, qui donne Kylian Mbappé une interview à la une du Parisien aujourd'hui en France. Il est interviewé en fait par ses collègues en quelque sorte, interviewé par ses proches sur la Coupe du Monde. Il dit pas mal de choses plutôt intéressantes. Tiens, je vous propose d'écouter un extrait de ce qu'il dit sur la notoriété diffusée ce matin par Benjamin Glès sur Sud Radio. Je pense qu'il faut jamais se plaindre de l'amour que tu reçois des gens. Je sais que c'est pesant parce que c'est vrai que je suis rentré dans la catégorie des gens qui sont scrutés à chaque instant, à chaque moment, mais ce serait ingrat de rejeter l'amour des gens. Comme je dis, des fois c'est quand même pesant. Après, tout ce qui est paparazzi, c'est un peu plus fatigant parce que ça déshumanise un peu les gens que nous sommes. Ça nous voit un peu comme des bêtes de foire, mais en même temps, tout le monde veut savoir ce que je fais, où je le fais, avec qui je le fais. J'ai appris à comprendre ça. Pas à accepter parce que tu acceptes jamais vraiment, mais à comprendre que c'est la vie qui m'attend et c'est la vie qui est la mienne. C'est la vie qui est la mienne, nous dit Kylian Mbappé, Thomas Clé. Il y a une autre question qui est posée par Didier Deschamps dans Le Parisien. Envisages-tu de devenir coach à la fin de ta carrière de joueur? Il me dit je ne sais pas, je vous passe le détail. Puis il dit un peu plus loin, ne vous inquiétez pas, je ne parle pas d'être président de la République. Pas mal de gens me disent ça, mais ce n'est pas dans mes projets. Je suis déjà assez détesté comme ça. Et ce qui fait rire apparemment Didier Deschamps. Sur la notoriété, Thomas Clé, est-ce que c'est, on va dire, un élément qui peut évidemment, on va dire, interférer sur la qualité du jeu, ou pas forcément? Non, tous les joueurs peut-être vivent avec une très forte notoriété en réalité. D'abord, la première chose que je voudrais dire sur Kylian Mbappé, vous avez rappelé qu'il a été mon client, c'est que c'est un garçon remarquablement intelligent, qui a toujours un coup d'avance, pas seulement sur le terrain, mais en dehors du terrain.
Et je suis pas surpris qu'on commence à parler de lui pour des ambitions politiques, même s'il n'a que 27 ans. Certains joueurs commencent leur carrière à 27 ans, c'est un peu tard, mais lui, il est déjà à sa 3e Coupe du Monde, il va avoir, quoi qu'il arrive, un palmarès hors du commun, et donc à un moment, au moment de la reconversion, je ne doute pas que certains essaieront de le récupérer en politique. La notoriété Kylian Mbappé vit avec depuis que son premier contrat pro à Monaco en 2016, et c'est un garçon exceptionnel. Ce qui est vrai, c'est que les équilibres vont avoir besoin de se réajuster au sein du collectif de l'équipe de France, compte tenu du palmarès, notamment d'Ousmane Dembélé, qui est non seulement Ballon d'Or, se connaît pas Kylian Mbappé, mais qui a gagné 2 fois la Champions League, alors qu'on sait bien que c'est pas le cas de Kylian Mbappé. Il peut y avoir une forme de concurrence entre eux sur le terrain. Alors, ce que je sais, c'est qu'ils sont très amis, ils sont sincèrement amis. Ce que je sais aussi, c'est que Kylian Mbappé était sincèrement heureux de la double victoire du PSG. Certains ont pensé qu'il pouvait avoir du ressenti ou de la jalousie. Pas du tout. Je crois qu'il était sincèrement heureux. Ils sont complémentaires en réalité. Et puis il a des amis au PSG. Il y a Ousmane Dembélé, mais il y a aussi Achraf Hakimi, etc. Alors il y a une attaque qu'il va falloir reconstruire. Et aujourd'hui, la veille du match, on ne sait pas comment elle va être reconstruite. Sénégal, oui. Contre le Sénégal demain. On ne sait pas comment elle va être reconstruite, parce qu'au-delà de ces deux-là, il y a 2 joueurs plus jeunes, pétris de talent, pour eux, c'est la première Coupe du Monde. C'est-à-dire Ryan Cherki et Michael Olise, et il est tout à fait possible que ce soit eux qui prennent la lumière. Or, malheureusement, le foot se joue à 11 et ne se joue qu'à 11. On va pas pouvoir mettre une dizaine d'attaquants. Donc ça va être intéressant de voir comment cette équipe va être composée demain. Un trop plein de talent donc pour les Bleus à gérer. Hein. C'est peut-être une énigme pour Didier Deschamps ou un bonheur. Nous verrons bien. J'imagine que vous serez devant votre écran géant pour ce match, parce qu'il est à une heure décente. Demain, c'est à 21h, mais c'est un match qui va pas être simple. D'abord, le Sénégal est une très très bonne équipe. On ne sait pas si elle a gagné la CAN ou si elle l'a pas gagné, puisque vous savez qu'il y a un doute sur le résultat de la CAN. Mais surtout, France-Sénégal, en ouverture de Coupe du Monde, il y a un précédent. Et ce précédent, il ne nous est pas favorable. Oui. En 2002, la France, championne du monde sortante, jouait contre le Sénégal en match d'ouverture de la Coupe du Monde. La France comptait en ses rangs les meilleurs buteurs des championnats de France, d'Italie et d'Angleterre. Et la France, non seulement a perdu, mais n'a pas mis un but. Et ce que je voudrais dire, parce que ça n'a pas été relevé, c'est que ce match de 2002, c'est le premier match de l'équipe de France de l'après-ère Deschamps. Deschamps quitte la sélection comme joueur après l'Euro 2000, et donc la première grande compétition qui suit, c'est en 2002, et en 2002, la France perd dans des conditions qui étaient inenvisageables. Et peut-être a-t-il manqué à ce moment-là la gagne de Deschamps, qui n'a pas été là pour galvaniser son équipe, et son équipe a perdu. Et comme on le sait, c'est son dernier mondial, et c'est finalement la fin d'un cycle, c'est-à-dire qu'on revient pour un France-Sénégal avec Deschamps et le palmarès qu'il a aujourd'hui, comme sélectionneur bien sûr, et peut-être qu'on va nettoyer, j'espère en tout cas, ou en tout cas corriger la scorie de 2002, 24 ans après. Vous avez tout dit, Thomas Clé, nous n'avons plus le temps, nous voulions évoquer Trump et Infantino. Peut-être que leur influence majeure, mondiale, sur on va dire cette compétition très business, elle sera effacée sans doute par la ferveur autour de certains matchs, parce que ça va finir par arriver. Peut-être on va attendre 2 semaines pour que ça vienne. C'est indexé sur le succès de l'équipe américaine, le team américain. Bon, pour l'instant, ils ont fait une très bonne entrée en matière en battant le Paraguay 4-1 dans un beau match, avec 2 buts, un joueur du championnat de France d'ailleurs, de Monaco. Mais Infantino, on n'a pas eu le temps d'en parler, Infantino et Trump, ce sont les 2 faces d'une même médaille. Du potentat, autocentré, et d'ailleurs ils se nourrissent l'un l'autre. Voilà, c'est dit. Voilà. Un mot sur un ouvrage que vous conseillez, un livre de poésie. Oui, je voudrais évoquer un livre d'un auteur qui s'appelle Guillaume Métayer, qui s'appelle Football Album, qui est paru la semaine dernière au Mercure de France, qui est constitué de 90 poèmes sur le foot, magnifique, 90 poèmes pour les 90 minutes d'un match de foot. Merci Thomas Clé, je signale 20h ce soir, première édition, les tontons du mondial, avec l'ami Joseph Ruiz et ses consultants, de 20h à 21h sur Sud Radio, émission à ne pas manquer pour tout savoir sur le mondial. Et bonjour à vous Valérie Expert.
expert. Bonjour à vous. Au menu de Mettez-vous d'accord. Eh ben, écoutez, on va être un peu rabat-joie, parce que c'est quoi le problème avec Félix Mathieu ? On va évoquer l'addiction aux paris sportifs. Vous savez que cette Coupe du Monde inquiète les autorités, les addictologues, et en particulier l'autorité nationale des jeux. Plus de 4 Français sur 10 ont l'intention de parier pendant ce mondial. Vous pariez, vous, Jean-François ? Du tout, non. Du tout. Depuis que j'ai lu Moi non plus, jamais. Depuis que j'ai lu le joueur de Dostoïevski, mais mes enfants parient. C'est vrai, mais c'est une question de génération, effectivement. Donc on va en parler. 0826 300 300, appelez-nous pour nous dire si vous êtes accro aux paris sportifs. Et puis on va revenir sur l'accord Iran-USA, une défaite pour Trump. Aujourd'hui, les États-Unis sont décrédibilisés sur la scène mondiale. Enfin, on peut se poser la question. On en parle avec vous dans un instant. 0826 300 300, à tout de suite. Très bonne émission, Valérie.